J-1 avant le match tellement important, le match aller du tour préliminaire qualificatif pour la Ligue des Champions. Fenerbahçe, Olympique Lyonnais, salut à tous les amis et salut YouTube, comment ça va chez vous ? Moi tranquille, comme hier je vous l'ai dit en vidéo, tranquille, c'est les vacances, on est bien et on parle de foot, c'est la belle vie entre nous, franchement. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu de ce match tellement important entre l'Olympique Lyonnais de Paulo Fonseca et le Fenerbahçe d'Ismail Kartal. Un match, les amis, qui va être sacrément important pour la suite de la saison et qui va conditionner, c'est sûr et certain, d'une part la fin du mercato estival et aussi, il faut le dire, la suite de la saison parce que faire la LDC, c'est pas comme faire l'Europa League en termes d'attractivité, de recettes, de budget, ça change énormément de choses. Donc ce match aller, il revêt une importance capitale et je le dis en préambule, cette vidéo d'avant-match, les gones, je la dédie en partie à mon pote Dervis qui se reconnaîtra, qui n'est pas un fan du Fener, pas du tout. Ce serait un immense affront que de dire ça pour lui, mais il est fan du club rival de Galatasaray que j'aime beaucoup aussi. Je suis forcément à travers lui les matchs de D1 turc et je vois pas mal de fois le Fener jouer, notamment ce classique contre Gala. On va en reparler ensemble, j'ai quelques matchs en tête, parce que pour le coup, le football turc, je le suis plutôt pas mal, et ce Fenerbahçe-là, que j'ai vu sous Mourinho, sous Tedesco l'an passé, et donc maintenant sous Ismail Kartal, il y a beaucoup de choses à dire. Mercato extrêmement ambitieux, une équipe qui a évidemment des qualités, ça c'est normal, quand on voit l'effectif, il y a de quoi se dire qu'il y a gros danger. Voilà, faut l'avoir en tête. Mais il y a aussi de vrais défauts, des lacunes, notamment ce week-end. Un match que j'ai pu voir sur beIN Sport Max 3, j'en reparlerai là aussi après. Bref, accrochez-vous, installez-vous bien, c'est parti pour une bonne quinzaine de minutes. N'oubliez pas les amis, le petit pouce, c'est un petit peu la pub pour la vidéo et la chaîne, le petit pouce, commentez. Dites-moi si pour vous le match de l'OL contre le Fener est un match plutôt accessible, que l'on peut remporter, ce serait juste génial pour le match aller. Abonnez-vous, activez la cloche et pensez à booster dans l'espace commentaire en swipant vers la gauche. Il y a encore trop peu de monde qui pense au petit pouce qui prend 1 seconde, c'est gratuit. Merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Allez, c'est parti. Donc, pour présenter cet avant-match et qui est le Fener d'Ismail Kartal, qu'est-ce que ça vaut ? Alors, pour commencer les amis, le Fener, sans faire l'affront de vous dire quel est ce club, vous le connaissez comme moi, et j'imagine aussi bien que moi, un gros club turc très important, avec Gala et Beşiktaş, et maintenant aussi Trabzon qui fait un très très gros mercato, Mohamed Salah par exemple. En Turquie, il y a de très gros moyens, de gros sponsors, et l'État qui pousse pour développer au maximum le football turc. Et en plus de ça, le Fener qui fait un mercato de très grande qualité. Si on prend les mouvements récents depuis janvier 26 et là, durant l'été 26, on est sur du Guendouzi, sur du N'Golo Kanté, sur du Muriqi qui a fait une très belle saison en Liga l'an passé, sur du Greenwood, Lukaku le Belge qui vient de Naples et qui a signé, je crois, il y a 3-4 jours pour être très précis, et qui peut jouer le match contre l'OL. L'UEFA autorise une dérogation qui permet aux clubs engagés dans ce tour préliminaire d'inscrire jusqu'à 24 heures avant le match, jusqu'à 2 joueurs. Donc Lukaku peut très bien jouer et à mon avis, comme il est en forme, il va sûrement être dans le groupe. Donc, gros effectif. Si on fait un petit retour sur les différents noms qui composent le Fener, on retrouve qui ? Alors, Ederson est blessé, il ne jouera pas a priori. Au cage, on retrouvera sûrement Tariq, qui a joué ce week-end contre Gençler Birliği. Le match d'ouverture perdu 2-1 par le Fener. On a du Nathan Ake de City. On a Milan Skriniar, l'Inter, le PSG. On retrouve aussi Archie Brown, l'ancien piston de la Gantoise, joueur que j'ai beaucoup suivi quand il était en Jupiler Pro League et je le connais parfaitement bien pour le coup. N'Golo Kanté, Guendouzi, Semedo, Yuksek qu'on avait suivi il y a maintenant je crois 1 an, côté Olympique Lyonnais, milieu de terrain qui a un gros volume de courses, belle activité dans le jeu, agressivité, bon pied droit. Il y a de la qualité, Asensio, l'ancien du Real, du PSG, Talisca, c'est sûrement le joueur clé actuellement côté Fener, Mason Greenwood, l'espèce d'enfoi, vous connaissez la suite pour son passif d'un point de vue humain, même si ça reste un super footballeur, mais d'un point de vue humain, ça reste une grosse merde, pour faire simple. Néné d'Orgelès et en pointe Lukaku, Muriqi.
Ou encore à gauche, Kerem Aktürkoğlu, gros effectif. Et j'ai encore oublié plein de noms. Gros effectif, beaucoup de joueurs de talent. Alors oui, sur X, j'ai lu beaucoup de commentaires de gens qui disaient « Oui, mais le Fener, c'est un petit peu vieux. C'est en fin de piste. Lukaku, 33 ans. Muriqi, 32 et demi, 33. Skriniar, 32 aussi. » Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience, qui sont assez âgés, mais si on prend le pédigré de ces joueurs-là, les amis, si on fait la liste, le Skriniar, c'est 15 ans au plus haut niveau, Lukaku, pareil, Guendouzi, pareil, N'Golo Kanté, oui, 35 ans, mais champion du monde, Chelsea, bref, grosse expérience dans le football européen et mondial, il y a du pédigré. Et dans ces matchs-là, qui sont tellement sous pression à gros enjeux économiques et sportifs, croyez-moi que l'expérience, ça joue énormément, c'est super important. Alors une fois qu'on a dit ça et qu'on a fait le tour de l'effectif pléthorique du Fener, qui a quasiment 2 joueurs, voire 3 à chaque poste, c'est énorme, et des joueurs de qualité, je le redis. Maintenant, petit focus sur la compo probable qui devrait affronter l'OL ce mardi soir, sans grande surprise, contre Gençlerbirliği. Ismail Kartal a fait un petit peu tourner. N'Golo Kanté sur le banc, Greenwood sur le banc, il est rentré en seconde mi-temps, Kerem pareil, bref, beaucoup de changements. Mais à mon avis, on se dirige vers ça, le 4-2-3-1 classique, avec quasiment toutes les forces en présence. Au cage, alors, il n'y a pas Ederson. Je vais vous dire un truc, j'aurais préféré qu'il soit là, parce que moi, Ederson, c'est le prototype même du gardien que je n'aime pas du tout. Alors oui, il a un bon pied gauche, mais alors les prises de risque absurdes, balle au pied, les bourdes, les mains, c'est un petit peu savonnette. Voilà, j'aurais 1000 fois apprécié qu'il soit là, mais il n'est pas là, donc on verra sûrement en cage. Tariq, je pense qu'à droite, on verra Semedo, logiquement, parce que Mert ne jouera pas, à mon avis, Mert Muldur. Dans l'axe, pas de surprise, une paire Skriniar plus Ake. À gauche, on ne verra pas Osterwolde parce qu'il est blessé, donc lui, mis de côté. Ce sera sûrement Archie Brown, et là, il y a beaucoup à dire sur le profil du joueur, que j'aime bien, mais qui a de très très grosses lacunes défensives. Dans le cœur du jeu, ce double pivot qu'on va sûrement retrouver, sauf surprise, mais N'Golo Kanté plus Guendouzi, avec un Guendouzi qui, sous Ismail Kartal, a un rôle très spécifique, un petit peu différent du Guendouzi qu'on a connu à l'OM sous Tudor ou à Rome. Une fonction plutôt de meneur reculé, il décroche beaucoup, souvent entre les centraux. C'est vraiment lui qui est à la base de la construction du jeu et sous pression. Là encore, petite faiblesse que j'ai repérée, Guendouzi, dos, jeu sous pression, il y a matière à faire mal, notamment en transition, défense, attaque pour l'OL. En numéro 10, là j'ai un gros doute parce que Asensio, il est sur quelques matchs plutôt moyens, je ne serais pas étonné du tout les amis, que Ismail Kartal fasse le choix de reculer un tout petit peu Talisca, qui a joué et qui a été plutôt bon l'an passé comme numéro 10, avec Asensio à ses côtés. Je pense qu'il peut le faire. Et ce qui impliquerait qu'en pointe, on ait Muriqi, puisque je pense que Lukaku sera sur le banc et un petit peu à court de forme. À gauche, Kerem, Aktürkoğlu, pas de surprise, et à droite, donc Mason Greenwood, un 11 qui, honnêtement, si on retire cette idée que la Turquie, c'est un foot de retraités, qui en plus est absurde et maintenant qui est invérifié, on a une équipe qui est franchement costaude. Je ne sais pas si on verra Talisca comme faux numéro 9, qui décroche, qui dézone, c'est le joueur du Fener. Contre Gençlerbirliği, il a été le joueur prépondérant. Dans toutes les actions, il est sur la photo. Frappe du gauche poteau, dévié de la tête à côté poteau. Vraiment, c'est le joueur offensif fort du Fener. Greenwood est plutôt pas mal. Il a une belle influence sur le jeu, parce qu'il y a de la qualité, bien sûr. Mais Talisca, dans ce rôle de numéro 9 qui décroche, qui vient contribuer au jeu, belle frappe du gauche, il faudra le surveiller. Et à gauche, un joueur que j'aime beaucoup, donc Kerem Aktürkoğlu. C'est un traître, un énorme traître. Mon pote Dervis vous le direz mieux que moi parce qu'il est passé par Galatasaray, parti ensuite à Benfica en prêt et il est revenu en Turquie au Fener. Un traître un petit peu à la Luis Figo, mais bon, c'est comme ça, c'est le foot de maintenant. On va, on vient, on change de club comme de chemise, c'est comme ça. Et on oublie un petit peu les rivalités, malheureusement, je le déplore. Mais Kerem, c'est un bon footballeur. Je sais qu'il est
moins connus du grand public que les Lukaku, Greenwood ou Asensio, mais pour moi des 4, c'est le joueur qui est le plus constant, le plus régulier. Il ne réussit pas tout, je ne vous dis pas que c'est Ribéry Prime au Bayern 2010, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui, sur chaque action qu'il va tenter et qu'il va initier, il fera tout à 150%. C'est tout le temps à fond, à fond, à fond. Il est bon en transition, dans la verticalité, il peut percuter, dynamiter, c'est quelqu'un qui vraiment ne doute jamais, il tente encore et encore. Et en fait, il a un très gros volume de jeu, bien sûr, beaucoup de courses, intensité, agressivité, le pressing, c'est un joueur dynamo, on peut le dire comme ça. Et sur un match entier, il va se créer peut-être 3, 4, 5, 6 occasions, il a un gros volume d'action, mais il va en rater beaucoup. Mais comme il a un gros volume d'action, s'il s'en crée 10 sur un match, il y a bien une fois où ça passera et ça fera gros danger. Donc attention à lui, il ne réussit pas tout, c'est vrai. Il y a pas mal de déchets techniques, c'est vrai aussi. Mais alors une débauche d'énergie XXL, moi je vous le dis, c'est un profil que j'aimerais bien voir en Ligue 1. Et ce sera l'un des dangers à surveiller. Donc vous l'avez compris les amis, si on fait maintenant les qualités et les défauts du Fener, on commence par les qualités. La qualité numéro 1, elle est plus qu'évidente, je l'ai largement évoquée depuis quasiment 10 minutes, c'est la qualité offensive individuelle. Tu as un quatuor Asensio ou Talisca, on verra bien, avec Greenwood, Kerem, Muriqi, Lukaku, ça fait mal. Dans le 4-2-3-1, qui en fait est quasiment un 4-2-4, quand tu as Asensio numéro 10, Kerem à gauche, Greenwood à droite et en pointe Talisca comme faux numéro 9, tu es sur un quatuor de très grande qualité qui, à l'échelle de l'OL, peut faire très mal. Même si contre Gençlerbirliğ, ça n'a pas payé, il y a eu beaucoup de déchets, 27 tirs, beaucoup d'actions ratées, des poteaux encore et encore. Malgré tout, ce sont des joueurs qui, sur un coup de patte, peuvent faire de grosses différences. Je veux dire, en Ligue 1, Legon, on le connaît bien, Greenwood, on sait ce qu'il sait faire. Quand il prend le ballon, qu'il déboule à droite, qu'il rentre dans l'axe, passement de jambe, crochet du droit ou du gauche et frappe juste après, ça on connaît. On l'a vu des dizaines de fois en Ligue 1 l'an passé. Ça reste très talentueux. Talisca pareil, pied gauche de grande qualité, il est bon, il est grand, dos au jeu parfait, de la tête, remiseur, techniquement c'est fin, finisseur. C'est un bon profil, il y a beaucoup de qualité, donc attention à ça. Ça va impliquer un très gros match côté Olympique Lyonnais de nos deux centraux. Niakhaté en tête qui va avoir un duel énorme contre Talisca, qui va décrocher, qui va dézoner, qui va un petit peu fuir le duel. Et ça, on le sait, c'est pas facile à gérer. Et à mon avis, entre Niakhaté plus Mata, ou on verra bien qui jouera, Kluivert, peu importe, et devant eux, le binôme qui sera Morton plus X, en l'occurrence sûrement Tessman, je pense qu'il faudra beaucoup communiquer pour gérer ça. Les décrochages, les permutations et surtout le jeu axial de Greenwood qui va devenir un second numéro 10, Asensio qui va décrocher, être tantôt numéro 10, demi-espace gauche, demi-espace droite, numéro 8 qui va reculer. Ça va être un gros bordel et il faudra impérativement gérer ça de manière efficace. Le deuxième point fort de ce Fenerbahçe-là, c'est vraiment dans le cœur du jeu, la paire de numéro 6 qui vont être là pour presque constituer un carré. On retrouve cette idée du carré côté Fenerbahçe avec Ake plus Skriniar et devant eux, deux numéros 6 qui vont en fait venir consolider le truc et apporter l'équilibre qui parfois et même trop souvent manque au Fener. Parce que devant tu as un quatuor, il y a beaucoup d'espace. Donc là on a N'Golo Kanté et Guendouzi. Ça peut être Yuksek plus Guendouzi. Guendouzi c'est sûr. À ses côtés, je dirais N'Golo Kanté, mais on verra bien ce que fera Ismail Kartal. Mais ce qui est sûr, c'est que N'Golo Kanté plus Guendouzi, Yuksek, Guendouzi, ça court beaucoup, il y a beaucoup de volume de course, beaucoup d'intensité, du pressing, c'est vraiment une grosse débauche d'énergie, et ça, c'est important pour assurer l'équilibre global de l'équipe, même si souvent, je le redis, il est un petit peu défaillant côté Fenerbahçe. Et enfin, troisième point fort côté Fener, c'est l'expérience, la maîtrise des grands événements. Quand tu as des joueurs comme ça, comme Lukaku, comme Muriqi, comme N'Golo Kanté, Guendouzi, t'as du caractère, t'as du vice, t'as de l'expérience, et ça joue énormément. Et je le sais, je le dis vraiment, c'est un point qu'on oublie trop souvent, mais le paramètre psychologique, il est fondamental. Il faut que nos leaders, et j'évoque bien sûr Tolisso, Niakhaté, d'autres que je peux oublier, mais ces leaders-là vont avoir un rôle prépondérant. Il faudra avoir les nerfs solides, surtout en Turquie, ambiance bouillante, chaude, très très chaude.
faudrait être solidement accroché. Alors évidemment, sans en faire des montagnes et des caisses, je ne dis pas que le Fener c'est injouable et que c'est imbattable, pas du tout. Il y a plein de points faibles que j'évoquerai après, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas se permettre de partir à Istanbul avec une équipe de l'OL qui serait attentiste, voilà, dans son camp, retranché. Il y a trop de talent en face. Si tu joues groupé, comme tu l'as fait un peu trop à mon goût lors du match aller à Prague, contre le Sparta, tu prends d'énormes risques. Parce que là, c'est pas Alcocer ou Mercado ou Karabec, c'est Greenwood, Asensio, Kerem, plus Talisca. Là, ce serait totalement kamikaze. Donc attention à ça. Il faudra en fait jauger, être entre les deux, bloc médian, pas trop bas ni trop haut, bloc médian, et si possible, piquer en transition. C'est l'une des faiblesses de ce Fenerbahçe-là que j'ai pu aussi identifier. Alors les faiblesses, venons-en. La première que j'ai pu repérer, cette équipe-là, elle peut être pressée. Il y a une séquence de jeu qui le montre très bien contre Gençlerbirliği ce week-end, où en gros, le gardien Tariq veut jouer court, il trouve Nathan Ake devant lui, qui prend le temps de scanner, bon, il n'y a pas grand monde, Guendouzi décroche, parce qu'il a un rôle vraiment de numéro 6 constructeur au Fener actuellement, il décroche, et là, dos au jeu, c'est pas forcément son domaine de prédilection. On l'a souvent vu à l'OM, sous Tudor, dans un rôle très spécifique, comme à la Lazio, de joueur qui est porté vers l'avant, box-to-box, qui se projette beaucoup. Là, il est plus bas et il a un rôle de premier relanceur, de constructeur du jeu. Quand tu es pressé, dos au jeu, perte de balle de Guendouzi, transition, frappe, but pour Gençlerbirliği. Et ça, c'est l'un des points faibles, vraiment. Il y a plein de situations où le Fener veut jouer court, veut tenter des relances propres, et généralement, c'est Guendouzi qui décroche pour jouer cette fonction-là, mais je trouve que dos au jeu, c'est moins bon que face au jeu. Et ce que je vous dis là, je l'ai aussi vu contre Sturm Graz lors du match aller et retour du Q3, puisque même le coach Ismail Kartal l'avait dit après le match retour lui-même. Il l'avait lui-même expliqué, le coach turc, à la fin du match. Sur quelques moments, quelques séquences, Sturm Graz avait su presser au bon moment et mettre en grande difficulté son équipe du Fener. Donc ça, c'est l'un des points qu'il faut cibler. Un pressing, pas tout le temps, pas tout terrain, mais quand tu cibles bien sur quelques moments un pressing bien déclenché, à mon avis, il y a matière à faire très mal. Et en transition, quand le Fener est un peu plus haut, alors là, c'est gros danger, parce qu'il se livre beaucoup, et le fameux 4-2-3-1 devient souvent en fait un 4-2-4. Les 4 défenseurs, plus Guendouzi, N'Golo Kanté, / Yuksek, qui vont tenter de générer un semblant d'équilibre collectif défensif, et devant eux, 4 joueurs, les 4 entre guillemets fantastiques, qui eux sont très très libres, beaucoup trop libres, et qui très souvent, quand ils perdent le ballon en bloc très haut, génèrent un énorme déséquilibre. Ça, il faudra, je l'espère, en profiter. C'est un point tellement important, c'est l'une des clés du match. Deuxième faiblesse, et pas des moindres, une défense expérimentée, mais surtout une défense qui est lente, qui est lourde. On connaît bien Skriniar, on connaît bien Ake. C'est lourd, c'est lent. Alors dans le duel, c'est pas mal, encore que Ake, je n'ai jamais été vraiment un fan absolu. Skriniar en 1 contre 1 de la tête, c'est pas mal, mais alors dans son dos, c'est charrette complète. Les deux sont très lourds. Donc moi, je me régale d'avance. Je me dis, Loïs Openda, Fofana, Nuama, Tolisso qui va peut-être créer un petit peu les troubles faits en venant s'insérer entre les lignes et faire mal en transition. Ça peut faire de gros dégâts. Défensivement, Skriniar, Ake, c'est lourd. Et sur les côtés, là encore, petit focus sur les latéraux. Semedo, on connaît, qualité, défaut. Offensivement, c'est pas mal. Défensivement, j'ai de gros doutes. Mais alors à gauche, Archie Brown, que j'aime bien en plus, c'est un profil qui est vraiment atypique pour le poste de latéral gauche. C'est un piston de base de formation qui joue souvent latéral au Fener. Offensivement, c'est un TGV, c'est un mini Théo Hernandez. Mais alors défensivement, c'est les boulevards, quoi. Et encore, il a progressé par rapport à ce qu'il faisait à la Gantoise. Mais défensivement, il y a des trous béants. C'est énorme, c'est énorme. Lui, si on le cadenasse offensivement, et si défensivement, on le contraint à subir les duels, les 1 contre 1 avec Nuama, à mon avis, il a encore gros danger. Et donc, troisième faiblesse que j'évoquais tout à l'heure, mais il y a beaucoup de talent, bien sûr, je l'ai expliqué, d'un point de vue individuel, intrinsèque, mais l'équilibre, il est extrêmement précaire. C'est une somme de noms, mais alors, collectivement, il y a un équilibre qui est dur, qui est difficile à trouver. C'est très complexe. Les 4-2-3-1, avec un vrai numéro 10 qui est porté vers l'avant comme Asensio ou Talisca,
c'est dur à équilibrer. Ça demande derrière des joueurs qui sont extrêmement forts et qui ont un gros volume de jeu dans le pivot double. C'est le cas de Guendouzi, de Yuksek et N'Golo Kanté bien sûr. Mais quand ils perdent le ballon, surtout en bloc haut, là c'est coupé en deux. C'est du 6+4 et là l'OL aura un coup énorme à jouer. Il faudra être bon, c'est une évidence dans l'aspect défensif sur coup de pied arrêté. J'ai failli oublier de vous le dire. Mais voilà, l'OL peut le faire. À la condition aussi de ne pas venir la fleur au fusil, ce que je ne pense pas entre nous. Quand je vois le match aller de l'OL à Prague, j'espère que Fonseca ne fera pas encore une fois l'erreur ultime de vouloir s'adapter à ce qu'il a en face de lui. Ce serait juste terrible, parce que là, si tu vas au Fener à Istanbul avec pour objectif de maintenir un 0-0, de jouer en bloc bas et de jouer uniquement à la transition, tu vas te faire fouetter, c'est sûr et certain. Forcément, tu prendras un pion, parce qu'en face, il y a trop de talent, beaucoup plus que le Sparta. Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca. Il y a bien une fois dans le match où, à force de jouer bas, ça va faire mal, et ça finira au fond, en espérant que nos joueurs fassent une prestation de très grande qualité, de niveau Ligue des Champions. Ce serait plutôt le bon moment de le faire. Ciao, ciao, à bientôt.